Topic News, c'est tout de suite avec Franck Ramarson, directeur de publication du Courrier de Madagascar. Nouvelle semaine et nouvelle émission avec Topic News en partenariat avec Courrier de Madagascar. Franck Ramarson, bonjour. Bonjour Prisca, bonjour à nos auditeurs. Eh bien Franck, ce week-end a été de toutes les discussions, de toute joie, mais aussi de frustration, de colère, mais nul n'a pensé à la population dans tout cela. Nul n'a pensé à la population et je crois que le véritable sujet qu'on doit peut-être débattre aujourd'hui, Prisca, c'est de dire que est-ce que Madagascar est dans un pays de l'état de droit. Pourquoi je dirais ça? Parce qu'il y a eu donc cette proclamation de la liste électorale. Proclamation, c'est un bien grand mot puisqu'on n'a fait qu'afficher la liste des candidats. Et on devait chercher donc sur le site HCC différentes motivations. Ça veut dire qu'il y a déjà là une sorte de crainte et de peur de la part donc de membres de la CES, le corps électoral spécial, pour publier donc cette liste parce qu'elle savait d'avance. À 10h du matin, je pense que la CENIT a été déjà avertie que la candidature du président de la transition a été déposée le matin à 8h. Et qu'à partir de ce moment-là, il y avait donc une sorte, je dirais, de connivence pour qu'on accepte les candidatures de ceux qui n'étaient pas en règle, ceux qui étaient résidents à l'extérieur, pour justifier le dépôt de candidature du président Andradzuel. Et je dirais simplement un petit mot, c'est que, concernant cette demande de candidature, c'est qu'il y a quand même une sorte de malhonnêteté intellectuelle, que ce soit de la part de la candidate, Laura Valman, avec qui on a fait beaucoup de bruit médiatique par ses partisans de leur mouvance pour dire qu'il est rentré pour voir sa mère mourante, qu'on a instrumentalisé tout ça et qu'on a demandé un accord au plus très haut niveau, au niveau de la SADC, pour que les conditions soient réunies pour qu'elle justifie son retour. Et voilà que vous avez vu. Elle s'est lancée dans les élections. Elle s'est lancée dans les élections. Puis l'autre n'a pas supporté aussi. C'est peut-être ça, mais aussi il y a une chose quand même qu'il faut voir, c'est que ce soit de la part de Madame Laura Valman, de la part aussi de Didier Ratsira qui est rentré ici pour suivre l'étape du dialogue malgache et Andradzuel, que le respect de la parole donnée n'a pas de valeur. Et quand on écoute les résolutions donc du FFKM, résolution qui est déredite de plusieurs années quand on fait la médiation malgache, qu'il faut mettre en place la charte des valeurs, là vous êtes quand même, vous tombez des nues sur ce que c'est la valeur de notre classe politique. Dites Franck Ramarson, pourquoi tomber des nues? Nous savons pertinemment que les membres de la CES, ce sont des gens qui étaient là depuis bien des vingtaines d'années. Pourquoi s'en étonner? Par rapport aux problèmes existants, nous savons pertinemment que ce sont les anciens chefs d'État qui posent problème. Pourquoi s'en étonner? Non, je veux simplement... Depuis 4 ans, excusez-moi Franck Ramarson, depuis 4 ans, la FFKM a essayé de faire quelque chose. Est-ce qu'elle a pondu, entre guillemets, le terme? C'est ce qui a été toujours dit depuis toutes ces rencontres de gauche à droite d'un pays d'Afrique à un autre. Pourquoi doit-on s'étonner? Mais la population, Franck, je repose la question. Il y a d'abord deux choses. Concernant les membres de la CES, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vont partir à la retraite. Est-ce que pour beaucoup, est-ce que les bruits que l'on court auprès d'eux, est-ce qu'il y a vraiment donc des sommes pour arrondir leur fin de mois? Ça, c'est quand même pour justifier donc toute cette mascarade, je dirais juridique, pour gommer un certain nombre de principes, c'est-à-dire le respect de la loi. Concernant même le FFKM, vous l'avez bien dit, ils étaient quand même au départ de la médiation, je dirais au mois de janvier 2009. Oui, mais comme ça, entre guillemets, ça a capoté, surtout après le 17 mars 2009 où il y a eu ce fameux, entre guillemets, coup d'État, pour certains, pour d'autres c'est une remise de pouvoir par Marc Ravalman. Il y a eu donc, je dirais, un relais que la communauté internationale a repris. Et qu'il ne faut pas oublier que lors de la transmission de pouvoir à M. Andradzuel par le directoire militaire, il y a eu un certain nombre de principes qui ont été énoncés dans la fameuse ordonnance de mars 2009. Quels étaient les principes? Il faut le rappeler quand même. Mettre en place un code électoral, mettre en place un code de la communication et surtout une nouvelle constitution et refaire les élections en l'espace de 18 mois. Qu'est-ce qu'on a fait Andradzuel et Mundarindev?
Ils ont dit, nous, on s'en fout. Nous avons des projets. Nous, on veut sortir Madagascar de la pauvreté. Ils ont fait autre chose. Alors que la communauté internationale, déjà, à cette époque... Faites les élections. Et maintenant, il y a eu donc après ces accords de Bruxelles qui n'ont pas été honorés, du fait, d'après tous les acteurs qui étaient présents là-bas, c'est M. Ratsirabou Norbert qui a été le principal fautif dans cette affaire. Il y a eu Maputo 1, Maputo 2, Addis Abeba, tout ce que vous voulez. Mais quand vous lisez toutes les résolutions de cette époque, ce sont les mêmes résolutions. De 2013. 2013. Donc est-ce que donc on n'accepte pas les résolutions parce que c'est fait par les Africains et qu'avec les Malgaches, tout parce qu'on parle de souveraineté nationale, Franck. De la part de nos politiciens, j'ai bien précisé. C'est nous qui avons appelé à cette médiation internationale. Et que, comme vous dites tout à l'heure, il faut revenir à l'état de droit. L'état de droit, depuis le départ, c'était donc faire des élections plus vite. Maintenant, après 4 ans, nous sommes encore là, nous voulons faire une transition bis, et c'est là que le bas blesse, comme vous dites, les acteurs politiques, les anciens chefs d'État, l'actuel président de la transition sont tous responsables de cette débâcle politique en ce moment. Donc moi je pense que pourquoi refuser des élections le 24 juillet par rapport à des résolutions politiques, alors qu'on ne pensera pas au bien-être du peuple pour sortir, même si on fait cette transition bis, je vois nulle part des résolutions économiques et sociales pour alléger les difficultés de la population locale. Et dites, je reviens toujours, puisque tout a été déclenché depuis cette sortie d'affichage, est-ce qu'on a l'apaisement là tout compte? Sincèrement, si la CES avait raisonné juridiquement et politiquement... Sincèrement, maintenant, d'abord, la CES est source. En fait, c'est une source de conflit, même de guerre civile. Mais ce que fait aussi cette médiation, c'est-à-dire qu'il y a donc ceux qui sont pour la transition bis et ceux qui vont aller les élections. Ça veut dire donc c'est encore une autre division au sein donc du libre-glot juridique des membres de CES. Pour mieux régner aussi pour certains pour certains, donc il y en a qui jubilent parce que nous sommes dans un système où il faut de nouveau revenir à la case départ. Et c'est peut-être pour ça que la communauté internationale, elle se lasse donc des acteurs politiques malgaches, puisque, comme vous avez dit tout à l'heure, on parle de charte des valeurs, mais même le respect de la parole donnée n'est pas effectif chez certains. Et puis, vous avez vu l'enthousiasme de ceux qui n'ont pas encore participé au pouvoir de transition, qui applaudissent des deux mains fortement pour qu'il y ait une nouvelle transition. Franck Ramerson, revenons sur un autre point. CCI-VAT, quel était exactement le rôle de FFKM au départ? Comme vous le voyez, il y en a qui justifient le rôle de FFKM par rapport à l'article 1 de la feuille de route. Donc on vient de dire que la feuille de route est morte et puis tout d'un coup on en fait référence, quoi. Il faut initier toujours le dialogue malgache-malgache. Ça, ce sont des arguments qui sont sortis après, je dirais, après donc les résolutions d'IVAT, et pour justifier la position du FFKM. Mais ce que l'on reproche, surtout à cette conférence des églises, c'est le fait qu'elle a inspiré des hommes politiques à entrer dans un autre schéma de crise. Et maintenant, elle se justifie qu'elle est facilitateur. Mais c'était facilitateur, Prisca. Monseigneur John Narvel, qui est le président, qui est le patron des églises anglicanes, n'aurait jamais dû lire les résolutions. On aurait dû donner ça à un participant du conclave. Oui, au rapporteur ou à une commission des participants pour le conclave. Mais c'est pas sorcier de comprendre ça, d'avoir raté ça. Et que donc la cérémonie de clôture, c'est le président du FFKM qui l'aurait fait, donc en disant on remet ces résolutions acquis de droit, c'est-à-dire au président de la transition, au Premier ministre et à la communauté internationale. Mais c'est pas ça ce qui s'est passé, comme vous l'avez dit, comme je vous l'ai dit. Donc le fait simplement de lire par Monseigneur membre des 4 chefs d'église, ça a déjà donné une connotation politique. Et que ça a enlevé toute neutralité de la part du FFKM. Et dites-moi, où est la place de la réconciliation dans cette histoire de résolution? Sincèrement, entre nous... Mais vous croyez qu'il y aurait une réconciliation maintenant avec les 41 candidats et les partisans des 41 candidats et ceux qui sont pour cette transition bis? La situation va encore s'envenimer. Vous croyez qu'il y aurait une réconciliation après qu'on a accepté des candidatures considérées comme illégales, juridiquement non acceptables, après les élections, si jamais un des candidats qui n'était pas recevable sur le plan juridique
gagnerait les élections. C'est ça aussi qu'il faut le voir. Donc moi, je trouve qu'il y a une connivence entre les membres de la CES et ceux qui sont été au conclave au CCI, puisque les membres de la CES sont tous issus des régimes qui étaient là depuis 20 ans à peu près. 20 ans, et que je ne citerai pas de nom, qu'il y a des gens qui sont réellement, je dirais, coupables de sanctions, doivent être sanctionnés sur le plan pénal pour avoir, je dirais, menti, avoir fait de la forfaiture juridique. Franck Amarson, excusez-moi, mais je vais employer un terme qui ne mérite pas d'être utilisé, mais vu la situation, l'imbroglio qui existe, et puis le farfelu aussi qu'il y ait, c'est que cette résolution n'est pas une résolution encore à appliquer. Soyons clairs quand même là-dessus. Justement, donc... Et pourtant, on essaie de véhiculer la chose. On essaie de véhiculer la chose, mais quelle est la différence entre des résolutions prises au Carlton ou Colbert par rapport au CCI? Les acteurs, FFKM, Raya Mandjin. Peut-être, mais quelle est la valeur? Est-ce que ça a valeur de force exécutoire? Moi, je pense qu'il faut voir les choses, je dirais, plus intelligemment. Et plus, je dirais, il faut voir aussi, est-ce que le FFKM, seulement le FFKM à Madagascar, mais les conseils des églises en Afrique, est-ce qu'ils sont, je dirais, légitimes maintenant pour régler des problèmes politiques? Vous avez eu le printemps arabe, c'est-à-dire en Tunisie, Libye, Égypte. Est-ce que les églises, que ce soit les églises musulmanes, les églises chrétiennes, est-ce qu'ils sont entrés pour arbitrer la situation? Vous avez eu le coup d'État en Guinée. Vous avez eu celui du Niger. Vous avez eu celui du Mali. Et dernièrement, celui de la Centrafrique. Je n'ai jamais entendu un prélat, un conseil de prélats, des imams demander un arbitrage. Ce sont toujours les organes de prévention des conflits par subsidiarité qui sont intervenus. La CEDEAO, vous avez vu en Mali, en Guinée, en Afrique centrale. C'est-à-dire, est-ce que l'Église en Afrique a réglé le problème de M23 et de la RDC? C'est la SADC ici. Ici, c'est la SADC qui le fait. Et pourquoi Madagascar ferait donc exception? Les églises ont été, je dirais, utilisées ou instrumentalisées, par exemple à Madagascar, le FFKM, en 1982, quand il n'y avait pas d'opposition. Il n'y avait pas d'opposition. Il ne faut pas oublier que sous le régime de Didier Ratsir, il y avait le Front National de la Défense de la Révolution. Tout le monde était au pouvoir, comme cette transition. En face, il y avait que l'Église. Et le FFKM, à partir de 1986, je me souviendrai toujours, il y avait une mission qui est allée en France pour annoncer la programmation de la chute de Didier Ratsir en 1991. C'est là qu'on l'a utilisé parce que en ce temps-là encore, il y avait encore deux blocs, l'Est-Ouest, il y avait encore des dictatures. En Amérique latine, où l'Église était très puissante, les Églises étaient aussi très actives, donc dans les pays de l'Est, et comme vous avez vu, les églises donc ont joué leur rôle en ce temps-là. Donc c'était à 25 ans pour mettre en place après les forums nationaux, les congrès nationaux. Avant l'apartheid, il y avait Monseigneur Desmond Tutu. Donc c'est donc à une époque, elle était utile pour donc, je dirais, réconcilier, remettre les choses en marche, notamment la démocratie. Et maintenant, on veut donc rééditer une histoire. Et c'est pour ça que je reproche à tous ces membres de la classe politique qu'ils ont oublié ce que c'est d'abord faire de la politique, c'est avoir de la culture, connaître l'histoire de son pays, connaître l'histoire contemporaine, même l'histoire des révolutions qui ont eu. Siratir a fait ça en 75, c'était le trend, comme il avait dit, que c'était le socialisme. Donc maintenant, la tendance n'est pas de dire ce que les églises vont réconcilier les peuples qui sont, je dirais, que des problèmes, des difficultés politiques. Non, nous ne sommes pas en 91, nous sommes en 2013 et le logiciel qu'on a appelé en 91 n'est plus le même. En ce temps-là, c'est comme la révolution technologique. Donc Madagascar est donc resté en dehors du progrès, en dehors du développement. On ne veut pas du tout avancer aussi, plus exactement. C'est peut-être pour ça, parce que, comme vous l'avez dit, même en justifiant sa candidature, il fait sa propagande. L'actuel président de la transition dit qu'il a rencontré le pape. C'est-à-dire que donc, il veut faire croire aux Malgaches, tourner en bourrique le peuple malgache, qu'il a eu la bénédiction du pape, avec une audience de 15 minutes, où il s'est confessé au pape que Madagascar est malade et tout. Mais comment pouvez-vous vous confesser en 15 minutes avec un pape, ou d'avoir un traducteur pour pouvoir passer un message? Donc il n'y a même pas un passage de 5 minutes. Donc c'est là que je vous dis, il ne faut pas prendre les Malgaches pour des idiots.
La manipulation de la population continue, voilà, c'est ce que vous voulez dire. Le discours de Mahanour est très significatif en disant, puisque Mme Ravalman se présente, c'est la même chose pour Marc Ravalman, Mme Ravalman. Et je me pose la question alors, si je fais un parallèle, si je peux faire, est-ce que donc c'est M. Bill Clinton qui était ministre des Affaires étrangères d'Obama? Parce que sa femme était ministre des Affaires étrangères. C'est une question peut-être fondamentale qu'il faut poser. Parlant des candidats, Franck Ramarson, en dernier point, eux, ceux qui se lancent, qui ont payé les cautions, qui ont des papiers en règle, qui voulaient cette date du 24 juillet, qui ont investi. Et maintenant alors? Maintenant, moi je ne pense pas qu'ils vont se laisser faire. Comme je vous ai dit, ça devient une source de division, cette histoire de médiation, et je pense qu'elle est voulue. Et c'est pour ça que je dis encore une fois, il y a un risque de prise de pouvoir par un directoire médical. Mais on n'aime pas tellement ce mot, Franck. On n'aime pas ce mot, mais beaucoup de gens y pensent maintenant. C'est une analyse personnelle de chaque personne. Bien sûr, c'est une analyse. Il ne faut pas non plus prendre que c'est de l'intox. Si on parle un peu de ce fameux chef d'état-major, tout et tout, il y a peut-être des choses qui se trament que l'on ne voit pas, qui ne transparaissent pas actuellement. Merci, Franck.